Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vétérinaire qui est à la fois fascinant et, on ne va pas se le cacher, assez complexe. On va décortiquer ensemble le phéochromocytome chez le chien en s'appuyant sur les toutes dernières données de la science pour que tout devienne beaucoup plus clair. Alors, imaginez une seconde une tumeur qui agirait comme une petite usine d'adrénaline devenue complètement folle à l'intérieur du corps d'un chien. C'est une image assez parlante, non ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Bon, commençons par la base. De quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que c'est que ce fameux phéochromocytome? En fait, cette tumeur se développe dans les glandes surrénales. Vous savez, ces petites glandes situées juste au-dessus des reins. Normalement, leur rôle, c'est de gérer les hormones du stress. Mais avec cette tumeur, c'est comme si l'interrupteur était bloqué sur on en permanence. Tout le système s'emballe. Maintenant, là où les choses se compliquent sérieusement, c'est que cette tumeur est incroyablement difficile à repérer. C'est un peu un ennemi invisible. Regardez un peu ces symptômes. Faiblesse, tremblement, malaise. Le problème, c'est qu'ils sont très vagues et surtout intermittents. Ils peuvent apparaître et disparaître. On imagine bien que pour un vétérinaire, c'est un véritable casse-tête. Et le chiffre qui est peut-être le plus frappant, c'est celui-ci. Près de la moitié des cas ne présentent absolument aucun symptôme, rien. La tumeur n'est découverte que lors de l'autopsie, bien souvent après un collapsus soudain et fatal. Et même quand on arrive à poser le diagnostic, le traitement est un défi immense. La tumeur est souvent collée à des vaisseaux sanguins vitaux, ce qui rend l'opération chirurgicale extrêmement périlleuse. Alors, face à une chirurgie aussi risquée, quelle était la stratégie? Quel était en quelque sorte le plan de match? Voyons un peu le protocole qui était considéré comme la norme. L'approche standard, qui venait d'ailleurs de la médecine humaine, c'était de pré-traiter les chiens avec des médicaments qu'on appelle des alpha-bloquants. L'idée, c'était de stabiliser leur pression artérielle avant même d'entrer en salle d'opération. Et on comprend pourquoi ce protocole s'est imposé. Une étude clé, un peu ancienne mais très influente, avait montré une amélioration juste spectaculaire de la survie. On passait de presque 50% de mortalité pendant l'opération à seulement 13%. Face à des chiffres pareils, c'est devenu la norme absolue. Mais en science, et c'est ça qui est passionnant, ce qu'on pense être une vérité absolue un jour peut être complètement réexaminé le lendemain. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est un principe fondamental en science. Comme le dit cet expert, ce n'est pas parce qu'une étude est publiée qu'elle devient parole d'évangile. Il faut toujours continuer à évaluer. Et c'est dans cet esprit qu'une étude de 2022 a décidé de se repencher sur cette pratique bien établie. Et cette nouvelle recherche, qui a analysé les cas de 53 chiens sur une période de 10 ans, a, pas mal bousculé les certitudes. Alors là, attention, premier choc. C'est même totalement contre-intuitif. Les chiens qui avaient reçu le traitement standard avec les alpha-bloquants ont en fait eu des pics de pression artérielle plus élevés pendant l'opération. Oui, plus élevés. C'est l'exact opposé de l'effet recherché. Mais, malgré ces risques, et c'est la bonne nouvelle, le taux de survie juste après l'opération était remarquablement élevé. 44 des 53 chiens de l'étude ont pu rentrer chez eux. C'est quand même énorme. Et voici le chiffre le plus important, celui qui change tout. Pour les chiens qui ont passé le cap de la chirurgie, la durée de survie médiane à long terme était de 3,2 ans. C'est juste incroyable. Alors concrètement, qu'est-ce que ce changement de paradigme signifie pour les vétérinaires, mais aussi et surtout pour les propriétaires de chiens qui reçoivent ce diagnostic? Avant, il faut bien le dire, le pronostic était plutôt sombre. On parlait d'un pronostic réservé, ce qui est une façon prudente de dire que les chances n'étaient pas excellentes vu les risques. Mais maintenant, avec ce chiffre de 3,2 ans de survie médiane, le tableau est bien plus optimiste. Ça change complètement la discussion qu'on peut avoir autour de cette maladie. Donc, si on résume, le diagnostic reste grave, bien sûr, mais les perspectives à long terme sont en réalité bien meilleures qu'on ne le pensait. Et le vrai progrès, ce n'est peut-être pas un médicament en particulier, mais plutôt l'amélioration globale des techniques de chirurgie et d'anesthésie. C'est l'excellence de toute l'équipe soignante qui fait la différence. Finalement, cette histoire illustre parfaitement la nature de la science. Elle n'est jamais figée, elle se corrige, elle évolue. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Combien d'autres standards, combien d'autres pratiques qu'on pense acquises en médecine mériteraient peut-être qu'on y jette un second regard critique? C'est une pensée qui donne à réfléchir.